Salut! Alors, depuis quelques mois, le travail de développeur a beaucoup changé. Les méthodes de travail, les outils, tout ça a beaucoup évolué. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je m'assois à côté d'un autre développeur et qu'il voit mon environnement de travail, il me pose beaucoup de questions. Ça, c'est beaucoup lié au fait que j'utilise exclusivement le terminal, donc ça reste quelque chose d'assez atypique. Depuis 2 décennies, les développeurs avaient plutôt tendance à utiliser des IDE ultra complets, très lourds, très riches visuellement, beaucoup de boutons, de fonctionnalités. Mais c'est vrai que depuis 6 mois, j'observe un certain regain pour le terminal. Et moi, c'est un virage que j'avais pris déjà il y a 2 ans, je dirais à peu près. Mais cet intérêt pour le terminal est plutôt arrivé avec l'arrivée des agents IA comme Claude Code, Codex par exemple. Je sens que les développeurs s'intéressent beaucoup plus au terminal et ont envie d'explorer cet outil un peu plus loin que uniquement rester converser avec un agent pour suivre l'avancée de tâches. Mais c'est pas seulement lié à ça, c'est aussi lié à cette nouvelle manière de travailler avec l'IA. On a moins besoin d'avoir des programmes bourrés de fonctionnalités. On a envie des choses plutôt simples et parallélisables qui prennent un peu moins de ressources. Et c'est vrai que pour ça, le terminal est très adapté. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous expliquer ma manière de travailler à cet instant T. Ça évolue constamment. Surtout que j'ai fait des découvertes d'outils qui sont pas si connus, mais que je trouve vraiment géniaux. Donc, je vous présente tout ça et je vous explique ensuite comment répliquer ma configuration en moins de 5 minutes si vous souhaitez utiliser certains de ces outils. Avant de rentrer dans le détail, il faut revenir un peu à la base, à la méthode de travail, parce qu'elle a beaucoup changé. Et c'est pas forcément lié au terminal lui-même, c'est plus à l'arrivée des agents, évidemment. Parce que moi, comme beaucoup, on est passé d'un mode où on écrivait du code à la main, on committait notre travail de manière linéaire sur une seule fonctionnalité, donc on développait souvent une fonctionnalité sur plusieurs jours d'affilée, avant de faire un commit unique qui allait ensuite passer par des phases de review et de correctif. Et voilà, on avait tendance à travailler de manière linéaire sur une seule fonctionnalité. Là où aujourd'hui, on va plutôt passer à un rôle de coordinateur où on va superviser du travail sur un ensemble de fonctionnalités qui se réalisent en parallèle. On va donner du travail à des agents et on va valider les différentes étapes d'avancement et superviser cet avancement en parallèle sur toutes les fonctionnalités réalisées par tous ces agents en parallèle. Donc plus concrètement, si je reprends toutes les étapes liées à une seule fonctionnalité, donc un seul agent qui travaillera à un instant donné, voilà comment ça se résume de mon côté. Donc on va d'abord donner des instructions à un agent à partir d'une spécification. Il va nous développer une version initiale de notre fonctionnalité, produire une certaine quantité de code. Donc on doit attendre la fin de cette implémentation. Ça dure en général, on va dire, entre 10 et 20 minutes. Une fois que c'est terminé, on relit le code qui a été produit. On va potentiellement voir des petites choses qui ne vont pas au niveau de l'architecture, au niveau des patterns utilisés. Donc on va itérer plusieurs fois de cette manière-là en donnant de nouvelles instructions pour réaffiner le code produit par l'agent. Une fois que l'implémentation nous plaît, on va demander à l'agent de créer une PR. Donc il va lui-même rédiger la PR pour faciliter la revue de code par des pairs potentiellement sur notre projet parce qu'on travaille en général pas tout seul. Le but d'une PR, c'est qu'on ne soit pas simplement relu par des agents, mais aussi par des humains. Donc le but, c'est de les guider dans cette relecture de code. Donc l'IA, en général, m'aide à rédiger des instructions au niveau de la PR. Et l'agent va aussi potentiellement m'aider à diviser cette PR en de plus petites PR pour justement faciliter la relecture aux autres membres de l'équipe. Donc ça, c'est aussi un outil très puissant pour ça, l'IA. Ça va permettre d'organiser le travail, non pas seulement au niveau de la production de code, mais aussi au niveau de l'organisation. Donc une fois qu'on a proposé notre PR, il faut à nouveau attendre un petit peu qu'on ait eu des reviews potentiellement d'agents comme CodeRabbit ou Copilot par exemple. Et on va aussi dans la foulée, une fois qu'on aura fait nos différents correctifs sur ces retours potentiels qui ont été faits par d'autres agents, on va ensuite avoir les revues de code des autres membres de l'équipe qui vont aussi probablement nous faire des retours et qui vont demander des nouvelles modifications qui vont être réalisées à nouveau via des prompts, donc à nouveau plusieurs itérations pour affiner le code à nouveau jusqu'à ce que le code soit vraiment parfait et que là, tout le monde soit d'accord pour le merger dans la branche principale. Donc ici, la clé, c'est que la majorité de ces étapes demandent d'attendre. Lorsque mon agent va développer, ça va prendre un peu de temps. Lorsque je vais attendre une revue de code, ça va aussi prendre un peu de temps. Et donc, plutôt que d'être passif lors de ces phases d'attente, c'est là où on va passer sur une autre fonctionnalité en parallèle. On va passer sur un environnement totalement différent pour travailler sur une fonctionnalité qui n'a rien à voir avec les mêmes cycles, mais qui se font de manière décalée. Donc là, je vais pouvoir commencer à rédiger mes prompts, je vais pouvoir commencer à faire des revues de code pour d'autres membres de l'équipe. Je vais faire tout ça sur les phases où j'attends. Et ça me permet comme ça de paralléliser le développement de ces différentes fonctionnalités de manière asynchrone. Et comme je le disais, l'IA ne sert pas seulement à développer, elle me sert à un tas d'autres tâches qui autrefois prenaient un temps fou. Ça peut être rédiger des emails, splitter des PR en plusieurs plus petites PR, générer des comptes rendus, faire des supports de présentation. Enfin voilà, l'IA est maintenant présente dans tous les aspects de notre travail, que ce soit le développement pur, la production de code ou les à côté. Mais ça change complètement notre manière de travailler. Ça, c'était une petite aparté. Mais pour revenir au développement pur et les outils que j'utilise vraiment pour ce mode de travail que j'ai présenté juste avant, voilà à quoi ça ressemble.
Les outils se trouvent dans le terminal, comme je le disais. J'ai une unique fenêtre de terminal. Et là, dans ce terminal, je vais travailler selon 2 axes. Le premier axe, l'axe vertical, représente la liste de mes workspaces. Donc un workspace, c'est du travail sur une fonctionnalité, une branche dans notre repo en général. Donc dès que je veux travailler sur une fonctionnalité différente, je navigue verticalement entre mes différents workspaces. Le second axe horizontal, lui, est lié à une seule fonctionnalité, un ensemble de tabs. Pour chacun de mes workspaces, chacune de mes fonctionnalités, je vais avoir une instance de chacun des programmes. Le premier onglet, c'est en général l'agent. C'est celui qui va me permettre de travailler, de converser, de produire du code, de réaliser différentes tâches. Le second onglet me permet de gérer Git, donc de committer, pusher, récupérer la dernière version du code, opérer sur mon repository. Le troisième onglet est un éditeur de texte, donc c'est un peu l'équivalent de VS Code, mais en beaucoup plus léger. Moi, j'utilise NeoVim, j'y reviendrai après. Et pourquoi avoir besoin d'un éditeur de texte maintenant qu'on a les agents et qu'on n'a plus besoin d'écrire du code à la main ? En fait, ça reste utile pour parcourir le code ou faire des petites modifications, parce que des fois, c'est plus rapide simplement de faire une petite modification à la main que d'ordonner à un agent d'éditer une seule ligne. Donc ça me reste très très utile, faut pas sous-estimer cet outil-là même aujourd'hui. J'ai souvent un terminal aussi qui me permet de lancer une application tout simplement. Et enfin, j'ai aussi une application qui me sert pas mal, c'est celle qui me permet de voir l'état sur GitHub, donc voir l'état des PR, suivre l'avancement des builds CI par exemple. Alors pourquoi utiliser le terminal qui a une interface quand même très limitée comparé à des programmes beaucoup plus évolués comme VS Code, Tab Client, des applis web, etc. etc. Déjà, c'est beaucoup plus léger en termes de performance. Forcément, c'est simpliste, c'est juste une matrice de caractères, donc beaucoup plus léger en termes de ressources graphiques surtout. Mais pas seulement en termes de ressources graphiques, aussi en termes de complexité visuelle. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne nous servent pas. Aujourd'hui, c'était utile quand on avait besoin de trouver, de découvrir des fonctionnalités à la main. Mais maintenant, il vaut mieux avoir une interface simple, vu qu'on travaille sur un ensemble de fonctionnalités en parallèle. Il vaut mieux avoir quelque chose de simple pour passer d'un contexte à un autre et de ne pas être surchargé d'informations. Et pour ça, le terminal est très simple. Il va à l'essentiel, il affiche juste les informations qu'il faut à un instant donné. Les applications sont plutôt pensées pour des power users. Oui, certes, c'est moins joli qu'une application de bureau, mais c'est aussi plus efficace, à mon avis. Et qui dit power user dit aussi raccourci clavier. Et ça change tout. Ça veut dire que pour passer d'un workspace à un autre, d'une application à une autre, un simple raccourci clavier me permet de sauter de l'un à l'autre. Donc, très efficace quand on travaille sur beaucoup de choses en parallèle, comme je l'ai redit. On a besoin de naviguer très rapidement entre différents environnements. Ça évite de chercher des fenêtres à droite, à gauche et de retrouver la bonne fenêtre qui correspond au bon contexte dont on a besoin. Là, c'est toujours la même chose, c'est organisé toujours de la même manière. On sait exactement comment retrouver l'application qu'on cherche. Donc maintenant que je vous ai expliqué grossièrement comment ça fonctionne, quelles sont ces applications, comment on les installe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un script bash qui permet de reproduire entièrement cette configuration, qui installe chacune des applications pour macOS, comme c'est, je pense, l'environnement de développement le plus commun. On va le parcourir ensemble. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo et laissez des commentaires si vous connaissez d'autres applications pour le terminal qui sont aussi intéressantes. Ok, donc la première ligne déjà, c'est pour indiquer à l'OS que c'est un programme bash, rien d'incroyable. Après, on a quelques commentaires. Rien d'important encore une fois. Ensuite, on a une petite fonction utilitaire qui permet d'écrire le contenu d'une configuration dans un fichier. En général, les programmes en ligne de commande ne se configurent que via des fichiers de configuration que vous mettez souvent dans un dossier .config à la racine de votre environnement. Ensuite, premier élément, si vous êtes sur macOS, je pense que vous connaissez déjà, mais Homebrew, c'est un programme qui permet d'installer d'autres programmes via le CLI. Donc c'est un gestionnaire de packages applicatifs. Et en gros, ça va nous permettre d'installer toutes les autres applications via des lignes de commande. Plutôt que d'aller télécharger des installeurs sur différents sites web à droite à gauche, tous les binaires sont centralisés dans Homebrew et on va simplement taper une ligne de commande, ça va installer le logiciel sur notre machine. Et ça fonctionne à la fois pour les programmes en ligne de commande et les programmes plus lourds, type navigateur, Figma, je ne sais quoi. Les deux lignes suivantes, ça va être pour mettre à jour le fichier de profile du shell. Ça va tout simplement permettre d'avoir accès à certaines variables d'environnement ou binaires depuis votre ligne de commande. Donc quand vous tapez brew, ça va être savoir résoudre où est placé le logiciel brew, ici en l'occurrence. Et le home config, c'est aussi dans certains logiciels. Donc je pense à LazyGit qu'on verra juste après. On a besoin de lui dire où sont stockés les fichiers de configuration, à savoir dans le dossier .config. Et ensuite, le source du fichier de profile va recharger cette nouvelle config qui a été mise à jour et qui va donner accès à ces commandes brew, etc. Bon, jusque-là, c'est juste pour vous dire, on a installé Homebrew, ça permet d'installer les autres programmes. Premier programme ensuite qui est installé, c'est Ghosty. Ghosty, c'est un émulateur de terminal. Donc par défaut, si vous êtes sur macOS, vous avez iTerm qui fonctionne plutôt correctement. Mais bon, en termes de perf et de fonctionnalité, il est un peu limité. Et surtout, Ghosty possède une configuration par défaut qui est bien plus simple que de mettre à jour iTerm. Je pense notamment aux polices particulières qui permettent d'afficher les caractères ou de pouvoir configurer le thème. Enfin, des choses
qui sont beaucoup plus simples avec Ghosty. Bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, moi j'ai l'habitude de Ghosty, mais vous pouvez aussi utiliser Western par exemple, il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, on met à jour la config, donc c'est juste pour moi, c'est pour vous donner un exemple de fichier de config. Pour Ghosty, on peut choisir le thème, par exemple moi j'utilise Tokyo Night, vous pouvez changer la taille de police et différentes configurations visuelles. Moi j'aime bien avoir la title bar qui est transparente. Donc maintenant, on a un terminal d'installer qui est Ghosty. Donc vous pouvez lancer Ghosty plutôt que iTerm pour accéder à votre terminal. Et c'est là qu'on va avoir toutes les applications que je vous ai montrées. Ensuite, élément majeur, ayant Agentic, l'assistant de code IA dans le terminal. Personnellement, moi j'utilise Claude Code, mais vous pouvez utiliser aussi Codex ou OpenCode. Bon, je ne vais pas développer. En gros, ça permet de lancer des agents localement qui vont itérer sur des fichiers locaux sur votre machine ou d'aller lancer d'autres programmes, faire des recherches internet, etc. et de travailler tout simplement depuis votre machine en utilisant les modèles distants d'Anthropic, Codex ou autres directement depuis votre machine. Bon, ensuite, Git, là aussi je rentre pas dans le détail, c'est pour versionner votre code, pouvoir itérer sur votre code, travailler en parallèle sur différentes fonctionnalités et travailler en équipe surtout. Un élément important, pour pouvoir paralléliser plus simplement, j'utilise les worktrees. Les Git worktrees, c'est exactement comme si vous cloniez plusieurs fois votre repository dans des dossiers séparés, travaillez sur des fonctionnalités séparées, en imaginant que vous utilisiez une branche différente dans chacun de ces dossiers. Mais en fait, ça va partager les métadonnées Git. Donc ça évite de dupliquer les métadonnées sur les branches, les commits, etc. pour rien. Tout ça est partagé entre les différents worktrees. Ensuite, nous avons NeoVim. Donc NeoVim, c'est l'éditeur de texte. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur chacun des programmes, comme je le disais, parce que NeoVim, c'est déjà un gros sujet à part entière. Ça demande d'apprendre beaucoup de choses. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, si vous êtes intéressé. Mais c'est le fameux éditeur de texte qui me permet de relire le code, d'accéder à différents fichiers. Et il faut savoir que NeoVim est relativement compliqué à configurer. Il est aussi très customisable. C'est ce qui fait son intérêt, c'est que vous pouvez avoir un éditeur qui vous correspond vraiment. Mais c'est vrai que quand on commence, c'est très très lourd. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser LazyVim. C'est la ligne qui suit. On va cloner la configuration de LazyVim, qui possède une configuration par défaut qui est très efficace. Et vous avez une couche de documentation, c'est plus simple. Ensuite, j'ai deux outils qui servent notamment à NeoVim, surtout LazyVim. C'est FZF, qui permet de faire des recherches de fichiers bien plus rapides et efficaces. Donc lorsque vous cherchez un fichier depuis NeoVim, le second, RipGrep, c'est ce qui permet de faire la recherche de texte à l'intérieur des fichiers de manière très efficace. C'est des programmes très utilisés, très courants, surtout pour les utilisateurs Linux. Mais vous pouvez aussi utiliser ces programmes directement en ligne de commande depuis le terminal. Et ils peuvent s'avérer très utiles. Voilà, donc là, on a notre éditeur de texte. Le programme suivant, c'est LazyGit. LazyGit, c'est ce qui va vous permettre de gérer votre état Git. Ça permet de committer, de voir les différentes branches, les commits. Voilà, de travailler avec Git de manière générale, comme vous le feriez en ligne de commande, mais ça avec une petite interface dans le terminal qui rend les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus user-friendly que de passer uniquement par les lignes de commande. Même si c'est vrai que les agents s'en sortent très bien avec les lignes de commande, donc vous pouvez aussi passer directement par l'agent pour effectuer des commandes Git, ça marche aussi. Mais bon, moi j'aime bien ce petit logiciel, il fonctionne très très bien, il est très efficace, et moi je l'utilise en combinaison avec un autre logiciel qui s'appelle Hunk, qui peut aussi être utilisé indépendamment. C'est une petite trouvaille récente, et c'est un programme qui permet de review des diffs sur des fichiers, donc vous allez pouvoir comparer des différences dans votre repository, par exemple, pour faire une revue du code de votre branche actuelle par rapport à la branche develop. Ça va vous faire un diff très sympa dans le terminal dans lequel vous pourrez naviguer avec des petites fonctionnalités très utiles. Donc voilà, et il peut être intégré à LazyGit pour que quand vous regardiez les diffs sur vos fichiers dans LazyGit, ça utilise Hunk pour faire le rendu qui est très sympa. Bon, si vous travaillez sur GitHub, j'utilise aussi le client en ligne de commande pour GitHub qui va permettre aux agents d'interagir avec GitHub, donc d'ouvrir des PR, de répondre à des commentaires, de faire toutes ces actions-là directement avec votre projet GitHub. Et j'utilise aussi en combinaison un second programme qui s'installe sous forme d'extension pour le client GH qui s'appelle GH Dash et qui permet d'avoir une interface en ligne de commande des différentes PR, de l'avancée de la CI, etc. Très utile encore une fois. Voilà, donc là je vous ai présenté les différents programmes. Maintenant, comment orchestrer tout ça. Et là, il y a un programme qui est très très important, qui est un multiplexeur. Avant, j'utilisais Tmux, mais maintenant, j'utilise un programme que j'ai découvert qui s'appelle Herder et qui va justement créer cette organisation comme je l'ai montré avec différents workspaces. Donc, vous pouvez créer un workspace par feature. Donc, ce qui est intéressant aussi avec Herder, c'est que vous avez cette gestion de workspaces, mais vous pouvez aussi directement créer des worktrees depuis Herder. Ils vont être groupés par rapport à votre workspace principal qui contient le repo Git et il va aussi permettre de faire cette création de worktree automatiquement dans un bon sous-dossier et de le supprimer une fois qu'une branche aura été mergée. Herder, du coup, possède toute cette notion de raccourci de navigation via des raccourcis clavier directement depuis votre terminal. Vous allez pouvoir créer vos tabs dans chacun des workspaces pour instancier chacun des programmes dont vous avez besoin sur votre branche, votre workspace actuel. Et enfin, dernière fonctionnalité de Herder que j'utilise beaucoup,
vous avez un petit panneau en bas à gauche qui va recenser tous les agents des différents workstreams sur lesquels vous travaillez. Et donc, vous pourrez suivre l'avancée de tous ces agents directement sans avoir à naviguer entre les différents workspaces et tabs. Donc ça permet de garder une vue d'ensemble très très utile. Donc, je vous ai rajouté une dernière petite chose, c'est la possibilité de switcher de desktop virtuel sur macOS. Ça utilise un autre petit script, vous pouvez aller voir, je vous mets tous les liens en description. Moi, ça me permet, en faisant CTRL-SHIFT-J, K ou L, de passer de Virtual Desktop 1, 2 ou 3 via un simple raccourci clavier. Donc ça, c'est super utile parce que souvent, par exemple, vous êtes en train de développer une application web, vous avez lancé votre serveur, donc j'ai mon terminal en full screen sur le desktop 1, je vais avoir mon navigateur internet sur le Virtual Desktop numéro 2. Donc je vais pouvoir passer de l'un à l'autre en un simple raccourci clavier très rapidement pour aller voir le feedback et pouvoir revenir à mon environnement très rapidement. Et voilà, donc vous voyez une centaine de lignes et ça installe l'ensemble de ce que je vous ai dit. Vous avez un environnement de travail très complet, vous pouvez le reproduire simplement sur un nouveau poste de travail. Ça fonctionne très bien, vous pouvez aussi l'utiliser en SSH sur une machine à distance. Voilà, ça a plein d'avantages, je trouve, personnellement, de travailler de cette manière-là avec un terminal unique. On retourne à la simplicité, c'est un peu l'idée derrière le terminal. Voilà, je voulais juste partager ça, puisque ça fait quand même pas mal de fois qu'on me pose la question sur mon environnement. Je voulais faire une vidéo pour expliquer tout ça dans le détail. Et soyez conscients que c'est pas forcément évident à apprendre, c'est normal si vous reproduisez ma configuration et que vous êtes perdu, tout ça prend énormément de temps. Moi, ça fait peut-être 2 ans que je travaille de plus en plus progressivement dans le terminal. Il y a certaines applications qui sont très compliquées à maîtriser, je pense à NeoVim par exemple. Ça demande vraiment d'y aller par étapes, donc choisissez les domaines qui vous intéressent le plus et commencez par apprendre les applications petit à petit. Et n'essayez surtout pas de reproduire tout ce que je vous ai montré là d'un coup, c'est quasiment impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur des applications particulières que je vous ai montré, là, rentrer plus dans le détail, comment se former sur certaines d'entre elles, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Salut, ciao.